18 mai 2021, 20h sur Espace TV. Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire de ce journal, 5 anciens dignitaires du CNDD viennent d'être déclarés sous sanction de l'Union européenne. Cités dans le dossier du 28 septembre 2009, ils sont interdits de séjour dans l'espace de l'UE. Parmi eux, le capitaine Moussa Dadis Camara, dont l'avocat parle de sanctions inutiles. La fièvre de Lassa refait surface et fait en cas de mort à Yomou. Une annonce faite par les autorités sanitaires du pays. Elles renchérissent pour dire que les mesures sont prises afin de faire face à cette autre maladie. Et puis insécurité, le député Abdoulaye Kourouma a été agressé ce lundi sur l'autoroute Fidel Castro. Les agresseurs, des hommes armés non identifiés, et la victime compte porter plainte contre X. Bienvenue aux 20h. Pendant que la Guinée multiplie ses actions contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et la Covid-19, le pays fait face désormais à une nouvelle épidémie de la fièvre de Lassa. Un cas de mort et 30 cas contacts ont été enregistrés dans la préfecture de Yomou, où la maladie avait surgi en 2019. L'annonce a été faite ce lundi par les autorités sanitaires du pays qui assurent que les mesures sont prises pour circonscrire la fièvre de Lassa au sud de la Guinée. Ali Badara Camara et Aluba pour plus de précisions. Contre toute attente, le pays vient d'enregistrer un cas de mort de la fièvre Lassa à Yomou. Cette officialisation fait suite au résultat de l'examen de la victime prélevée au laboratoire des Corée. Situation qui vient durcir la crise sanitaire qui sévit dans le pays depuis des mois. Après les premières investigations dans le foyer de contamination, une trentaine de personnes contacts ont été identifiées et soumises aux soins à Yomou. On avait identifié une trentaine de personnes ayant eu contact avec lui, dont des agents de santé, des structures de santé qu'il a eu à fréquenter, des personnes qui ont eu la proximité avec lui sans pour autant respecter un certain nombre de mesures. Mais il y a aussi ses parents proches. Pour ce biologiste, la fièvre de Lassa est une maladie endémique dans la zone ouest africaine, dont les symptômes sont confondus au paludisme et autres fièvres. Il souhaite que ces maladies soient instaurées au programme d'enseignement national pour mieux préparer les populations aux éventualités pandémiques dans le pays. La Guinée, vu notre situation géographique, nous sommes souvent victimes de plusieurs pandémies, de plusieurs épidémies, de plusieurs maladies virales, bactériologiques. C'est pourquoi les maladies les plus récurrentes, telles que Ebola, les maladies telles que les fièvres Lassa, les maladies telles que le choléra, ce sont des maladies qui doivent être inscrites dans le programme d'études au secondaire pour attirer l'attention très tôt des jeunes élèves, des jeunes apprenants. Pour rappel, la fièvre de Lassa a été découverte en 1969 lorsque 2 infirmières missionnaires sont mortes au Nigeria. Le virus tire son nom de la ville du Nigeria dans laquelle les premiers cas sont apparus. Les rats seraient les vecteurs de contamination. Il y a des maladies où il y a un intermédiaire entre l'homme et le réservoir. Le réservoir, c'est là où se trouve le virus. L'intermédiaire pour cette maladie, ce sont les rats à plusieurs mamelles. Les rats qui sont appelés scientifiquement les rats mastomys. La prévention de la fièvre de Lassa repose tout particulièrement sur une bonne hygiène dans les habitations pour éviter la présence des rongeurs infectés. Les familles des personnes infectées doivent éviter et limiter tout contact avec le sang et les sécrétions biologiques du malade afin d'éviter toute contamination liée à la fièvre de Lassa. Et puis je vous le disais à l'entame, l'Union européenne vient de prendre des sanctions contre des anciens dignitaires du CNDD. 5 d'entre eux accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 sont interdits de séjour dans l'espace de l'Union européenne et leurs biens, s'il y en a, seront gelés pendant que l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara parle de sanctions inutiles. Les proches des victimes, eux, attendent mieux. Mamadou Kalisso et Aluseni Camara nous en disent plus. Selon l'avocat de Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits, cette décision de l'Union européenne est inutile et sans objet. Son client n'a aucun bien en Occident et n'a nullement l'intention de s'y rendre,
martèle-t-il. Pour lui, en prenant cette décision, l'UE a d'autres projets. L'Union européenne est toujours dans sa logique, depuis le début, de vouloir salir le président Dadis, de vouloir ternir son image, de vouloir porter atteinte à son honneur, à sa crédibilité. Ils ne le peuvent pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Guinéens mognaient avec le temps. Les gens ont compris qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui se passe, qui sont derrière ce qui se passe. Pour l'avocat de Toumba Diakité, ancien aide-de-camp de capitaine Dadis, et le seul accusé aujourd'hui en prison, cette décision viole délibérément le principe de présomption d'innocence des accusés qui ne sont pas jugés et condamnés. Maître Yomba craint que la décision de séjourner dans le territoire de l'UE n'affecte directement son client qui développerait une pathologie nécessitant une évacuation sanitaire à l'étranger. Pendant que Toumba développe à ce jour une pathologie dont l'éradication ne peut valablement s'opérer qu'à l'étranger, dans les pays européens qui lui sont aujourd'hui encore interdits. Toumba, comme nous l'avons dit, est aujourd'hui l'agneau qui va être immolé pour expier la forfaiture de ses pères. Les proches des victimes saluent, eux, cette décision. C'est un grand pas franchi vers la justice, estime-t-il. La présidente de l'AVIPA invite l'État à se bouger. Nous sommes très satisfaits de cette sanction, mais nous voulons que la Guinée puisse prendre les sanctions qu'il faut. La Guinée doit prendre les sanctions qu'il faut. Il y a d'autres qui disent qu'il n'y aura pas de procès, parce qu'ils ne croient pas. Nous avons demandé à ce qu'il y ait le procès. Pour nous, il faut absolument que le procès se tienne en Guinée. Tous ces acteurs sont unanimes pour dénoncer le retard de la tenue de ces procès alors que les étapes préalables ont été réalisées. Le massacre du 28 septembre 2009 a fait plus de 157 morts, une centaine de femmes violées et déportées disparues, dont les parents n'arrivent toujours pas à faire le deuil. Autre fait de l'actualité, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en visite en Guinée. Madame Oulimata Sarr échange depuis 2 jours avec les autorités guinéennes sur les questions liées à l'égalité des femmes. L'objectif est de faire de l'autonomisation des femmes une priorité en Guinée. Et ce mardi, c'était le tour des femmes leaders de Guinée de recevoir Oulimata Sarr. Le compte-rendu de Justin Leno et Abou Korea Kourma. Que faire pour que les femmes guinéennes soient autonomes? Voici l'inquiétude à laquelle tente d'y réfléchir cette organisation des Nations Unies afin d'apporter son aide. Depuis des jours, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est en visite en Guinée. Ce mardi, c'était au tour des femmes leaders de Guinée d'échanger avec elles sur des questions liées à leur autonomisation économique, leur représentativité, mais aussi sur les violences auxquelles cette couche vulnérable est confrontée, entre autres. Nous sommes sur la gouvernance, donc le leadership féminin, l'autonomisation économique, la lutte contre les violences faites aux femmes, le rôle de la femme dans les processus de paix, de sécurité et de cohésion sociale. On va jusqu'aux finances, et là on parle dans le domaine macroéconomique de la budgétisation sensible au genre et tous les programmes macroéconomiques qui permettent aux gouvernants de prendre de meilleures décisions. Pour Dame Oulimata Sarr, ce soutien l'ONU Femmes l'apporte surtout aux femmes rurales et illettrées, celles qui souffrent dans les marchés, dans les campagnes, sous le soleil et la pluie, parfois au risque de leur vie. Aujourd'hui, la masse critique de la femme vulnérable est essentiellement la femme rurale. En Guinée, les femmes ont du talent. Celles qui sont dans les bureaux climatisés doivent oser plus pour leur indépendance. Aux femmes analphabètes, l'ONU Femmes les invite à exprimer leurs besoins pour être mieux écoutées. Cet accompagnement, les femmes guinéennes l'apprécient. Les femmes étaient très enthousiastes parce qu'elles voulaient parler. Alors on a donc profité de l'occasion pour non seulement remercier pour ce que ONU Femmes a eu à faire en Guinée, mais pour poser d'autres problèmes. Mesurant l'engagement de la Guinée sur les questions des femmes, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a suggéré au Premier ministre l'ouverture d'un bureau ONU Femmes en Guinée
à l'image de certains pays voisins. Pour elle, la Guinée pourrait atteindre son objectif de croissance à 2 chiffres avec le potentiel des femmes. Et on parle d'insécurité, je vous l'annonçais à l'entame, le député Abdoulaye Kourouma s'est fait agresser hier lundi par des hommes armés non identifiés sur l'autoroute Fidel Castro. Et si le président du parti RRD n'a pas été blessé, il a cependant échappé belle. Au pire, il n'a pas pu identifier les agresseurs, mais compte porter plainte contre X à la justice. Le reportage de Fatoumata Bintabari et de Ibrahima Sori Seng Souma. Un avertissement ou une tentative de meurtre. En pleine capitale, Abdoulaye Kourouma échappait belle à une attaque armée ce lundi à 21 h à bord de sa voiture de service. J'ai emprunté l'autoroute, arrivé à Bonfim, à Dabondi, juste à la montée de la colline. J'ai entendu un bruit dans la voiture. C'était un caillou qui est venu casser les petits pare-brises de derrière. J'ai ralenti pour voir ce qui se passe. Il y a 2 motards qui viennent, l'autre passe vers ma gauche, l'autre vers ma droite. Mais chaque moto, il y avait au moins 2 personnes sur la moto. Et tout de suite, les gens qui étaient derrière la moto sont descendus dans le but d'ouvrir les portails de la voiture. Heureusement, c'était verrouillé. Je descends les vitres, j'allume la lampe de l'intérieur, on braque l'arme sur moi. Une attaque sûrement préméditée. Le député de l'opposition avait pressenti cet événement suite aux menaces et appels anonymes qu'il recevait depuis les élections précédentes, ce qui l'aurait poussé à faire une demande pour l'attribution d'une garde rapprochée auprès de sa hiérarchie, en vain. J'avais l'impression que j'étais souvent poursuivi, mais bon, je gardais à mon niveau. Quand j'ai vu que c'était écœurant, c'était vraiment continuel, j'ai écrit au président de l'Assemblée que j'aurais besoin d'une garde rapprochée conformément à l'article 72 de la loi organique. Et il m'a donné son avis favorable. J'ai écrit au ministère de la Sécurité. J'attendais qu'une garde soit affectée de façon officielle. Je vous avoue, jusqu'à date, la garde n'a pas été donnée. Conscient de sa position politique, Abdoulaye Kourouma reste serein et porte plainte contre X à la justice. Je n'ai pas identifié les personnes, j'ai vu seulement 4 personnes en moto et qui sont venues. Je vous ai expliqué la scène. Maintenant, la loi voudrait que je porte plainte contre X. Ça peut ne pas aboutir, mais j'aurais fait mon devoir. Les attaques à main armée et kidnapping des citoyens sont devenus récurrents en Guinée. Cette situation devient inquiétante et rend les populations vulnérables dans leur propre pays. Et depuis quelques mois, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile avait ordonné la fermeture des bars, restaurants et autres lieux de loisirs pour limiter le foyer de contamination de la Covid-19. À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, certains lieux de loisirs ont continué de fonctionner. Le constat irrite les autorités qui menacent d'aller vers de nouvelles sanctions. Et suivez la réaction de l'association des tenanciers des bars, restaurants et motels de Guinée dans ce reportage de Makissa Kamara et de Alseni Kamara. Selon le porte-parole de la police, les dispositions annoncées sont prises uniquement pour interdire l'ouverture des lieux de loisirs pendant la journée et le couvre-feu qui est de 23 h à 4 h du matin. Sur le terrain, certains lieux de loisirs restent ouverts au public jusqu'à des heures tardives, constate la police. Une réalité face à laquelle elle menace ses tenanciers. Le président des tenanciers de Guinée ne reste pas silencieux sur ce sujet. Tout comme les autres déclarations de la police qui se suivent de façon successive, vous savez, en Guinée, on prend des décisions sans penser aux conséquences qu'il peut induire sur la population. Vous savez, dans les autres pays, le secteur le plus touché par le Covid, c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, notre secteur. Donc, et dans tous les autres pays, que ce soit les pays occidentaux comme de la sous-région, c'est le secteur qui a été le plus accompagné. Bon, tel n'a pas été le cas en Guinée.
Fermer les lieux de distraction et de loisirs pour motif de pandémie alors que les marchés et d'autres endroits de regroupement sont ouverts. Vali Sako ne comprend pas ce 2 poids, 2 mesures. Nous sommes très conscients que, comme on appelle, le Covid existe. Mais ce n'est pas seulement dit que le Covid se promène dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels ou bien dans les boîtes de nuit. Vous comprenez? Il y a le marché public qui est là. Il y a les transports publics qui sont là. Vous comprenez? Ça, c'est des sources de contamination. Si on doit lutter contre tout ça là. On doit imposer l'application des mesures barrières dans toutes ces structures pareilles. Selon ce tenancier, il employait plus de 40 jeunes et la plupart sont des diplômés pour réduire le chômage dans le pays. Actuellement, il dit ne plus pouvoir supporter la charge faute de travail. Si on est fermé, on n'arrive plus à payer. Ça fait un manque à gagner. Vous comprenez? Et socialement, ces gens qui travaillent avec nous, s'ils n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se vertir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils seront livrés à eux-mêmes, à la prostitution, aux délinquances, ainsi de suite. Et tandis que nous, les tenanciers, on emploie beaucoup de jeunes, surtout des jeunes diplômés, sans emploi. Aux autorités, le président des tenanciers plaide d'assouplir les mesures, notamment la levée du couvre-feu, afin qu'ils puissent rendre les activités dans le strict respect des mesures barrières. Un mot de sport dans ce journal. Le congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu ce mardi 18 mai 2021 n'a pas pu se tenir. En cause, un courrier de la FIFA arrivé lundi soir a demandé la suspension du processus. Une demande à laquelle la fédération s'est pliée alors que tout était prêt pour le congrès. Quelques heures après, notre rédaction a rencontré certains candidats et des membres statutaires pour recueillir leurs réactions. Moustapha Touré, Mamadou Boiba et Aliouba pour plus de détails. Abdul Karim Bangoura fait partie des candidats qui étaient jusque-là retenus pour le congrès. Il était à l'hôtel comme tous les autres quand la nouvelle est tombée. Que ce soit mon équipe et moi-même, on était prêts pour aller aux élections aujourd'hui. Voilà, la FIFA, c'est la maison mère. Quand elle prend une décision, je pense qu'il faut rester derrière ça. Pour ce membre statutaire, ce report n'est point une surprise car tous les signaux étaient rouges. Les commissions chargées d'organiser le congrès n'ont pas été à la hauteur, estime ce président de club. Et quel est l'article qu'on a invoqué pour dire qu'il y a une ouverture de 72 heures pour 5 jours ou 3 jours? Aucun statut, aucun article de notre statut ne le dit. Moi je pense bien, aujourd'hui toute cette crise est créée par nous-mêmes parce qu'on a été laxiste, on a voulu faire plaire à un camp au détriment d'un autre. Pour accorder les violons et éviter l'enlisement de la crise, Alpha Condé a récemment rencontré certains acteurs du football guinéen. Au cours de cette rencontre, une proposition de consensus pour la gestion de la fédération a été faite. Pour certains observateurs, il s'agit d'une ingérence de trop. AKB pense que l'État a un droit de regard sur ce qui se passe à la FEGIFOOT. C'est l'État qui paye les primes, c'est l'État qui paye les transports. Donc c'est normal quand il y a un problème que l'État s'intéresse. Mais l'État ne va jamais dire qui va être président ou vice-président. En football, ça n'existe pas et je ne pense pas que c'était le cas cette fois-ci. Ces deux acteurs estiment qu'il est temps de prendre des dispositions pour trouver une solution à ce problème. Ils rappellent que la fédération est une association et qu'on n'a pas forcément besoin d'un Richard pour la gérer, comme pensent certains membres statutaires. Et puis les travailleurs de la société de transport Al Bayrak, dans un mémorandum adressé à leur directeur général, ont demandé l'amélioration de leurs conditions de travail et pour trouver un terrain d'entente entre les parties, l'inspecteur général du travail a convoqué une réunion tripartite à laquelle un protocole d'accord a été dressé mais qui n'est jusque-là pas signé par la direction générale de la dite société de transport, d'où se trouve la divergence entre le syndicat et la direction d'Al Bayrak. Élément de réponse avec Malik Sangiana Kamara et Mohamed Alousseni Kamara. Après l'émission des mémorandums par le syndicat des travailleurs de la société de transport urbain Al Bayrak, destiné à sa direction générale,
le 6 avril 2021, à l'issue des négociations avec l'inspecteur général du travail, le ministère des Transports et le syndicat, les parties sont parvenues à s'accorder sur 12 des 14 points. Cependant, la représentation du syndicat au sein du conseil disciplinaire, qui est le point 6, oppose les parties. Donc, par rapport à la liste que la direction générale a affichée et qu'elle se dit que c'est les membres du conseil, le syndicat a estimé que les éléments qui se trouvaient sur cette liste n'étaient pas bons. Ce n'est pas tout. Le syndicat exige également à l'employeur la prise en charge sanitaire des travailleurs, même en dehors du cadre de travail. Donc, par rapport à la prise en charge sanitaire, je disais donc que ces travailleurs qui tombent malades et que la maladie va jusqu'à un niveau où ces travailleurs ne pourront plus venir travailler, l'entreprise ne doit pas les laisser. Au-delà des conditions de travail des employés, le syndicat attire l'attention des autorités sur l'état des bus de Al-Barak Transport. Actuellement, plusieurs bus sont en panne. Il y en avait 50, mais c'était des vieux bus. Et aujourd'hui, sur ces 50 bus, pratiquement, on n'a pas 15 bus qui sont opérationnels. Notre grande chance aujourd'hui, on a pu récupérer les anciens bus de la Sotragui qui étaient les King Long. On a pu récupérer 37 de ces bus. Et ces bus aujourd'hui aussi ont beaucoup de problèmes aussi. Ils ont des problèmes d'injecteurs. Est-ce que cette situation vous inquiète? Oui, mon frère. Il y a une grande crainte. Puisque de jour en jour, on ne fait que diminuer en nombre de bus. Si Al-Barak ou l'État guinéen ne prend pas les choses en considération, en cherchant de nouveaux bus, Al-Barak Transport Urbain sera fermé. Le protocole d'accord trouvé entre le syndicat et la société Al-Barak attend d'être toujours signé. Et ce journal prend fin. Merci pour toute l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h. Prenez soin de vous et bonne soirée.